particulier de neurones qui sont situés dans une partie profonde du cerveau qu'on appelle la substance noire et qui jouent un rôle dans le contrôle des mouvements, ainsi que dans le tonus musculaire, et son dysfonctionnement résultera en les symptômes de la maladie. C'est une maladie qui s'accompagne d'une difficulté à effectuer des mouvements automatiques. Tous les mouvements deviennent progressivement, doivent faire appel à une conscience profonde de ceci, et les troubles apparaissent à un âge situé entre 50 et 70 ans. Ça, c'est une diapositive qui vous montre l'endroit où est situé le premier endroit où se trouve le dysfonctionnement, à savoir la substance noire, qui, comme vous le voyez, se trouve vraiment très profond dans le cerveau, dans une partie du cerveau qu'on appelle le mésencéphale. Ici, vous avez le cerveau plus superficiel, le cortex, et à l'arrière, un autre organe important, mais qui n'est pas atteint dans la maladie de Parkinson, qui est le cervelet, qui joue aussi un rôle important dans le mouvement. Alors, les symptômes initiaux, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut commencer par des difficultés d'écriture pour des personnes qui ont cette activité régulière. Ça peut être une réduction de l'activité professionnelle, par exemple chez des gens qui utilisent beaucoup leurs mains. Mais ça peut être aussi des gens qui remarquent, alors qu'ils jouent à un sport depuis longtemps, qui performent moins à ce sport, des gens qui battent quelqu'un au tennis et qui se font battre par cette personne, par exemple. Ça peut être tout bêtement un tremblement isolé d'une main. Ça peut être une fatigabilité anormale. La fatigue est un symptôme qui est assez fréquent dans l'ensemble des maladies neurologiques, mais elle est particulièrement fréquente dans la maladie de Parkinson. Ça peut être aussi une sensation de raideur. Les gens ont l'impression qu'ils ont de l'arthrose, mais non, c'est un phénomène neurologique, c'est une augmentation du tonus musculaire. Ça peut être aussi des douleurs mal localisées, qui ne correspondent pas bien à un territoire d'un nerf, de quelque chose dans le cerveau en particulier. Alors, un point que j'ai mis en italique qui me paraît important de préciser, c'est qu'il est extrêmement rare qu'une maladie de Parkinson commence par des troubles cognitifs, des troubles intellectuels. Donc, en général, les capacités intellectuelles d'un malade parkinsonien sont très longtemps conservées et sont vraiment à très bas bruit. Alors, les symptômes, la triade, vous la connaissez, j'imagine, le tremblement de repos, la raideur des muscles, qu'on appelle rigidité en langage médical, la lenteur des mouvements et la diminution de leur amplitude, qu'on appelle respectivement bradykinésie et akinésie, qui vont souvent de pair. La posture caractéristique du parkinsonien, c'est une posture généralisée en flexion, avec une flexion des genoux, une flexion du bassin, une flexion des coudes, parfois également une flexion du cou vers l'avant. Donc l'évolution, elle est plus ou moins lente, elle dépend évidemment de la forme de la maladie de Parkinson, parce qu'il y a plusieurs formes. On a parlé du tremblement, tous les Parkinsoniens ne tremblent pas, environ 30% des Parkinsoniens ne trembleront jamais tout au cours de leur maladie. Donc il n'y a pas une maladie, mais des maladies de Parkinson. Il y a aussi un point important qui est une variabilité des symptômes d'un jour à l'autre, qui peut aussi dépendre de la qualité du sommeil. Nous verrons que le sommeil est aussi parfois atteint dans la maladie. Et en fonction des moments de la journée, l'intensité des symptômes peut particulièrement varier, surtout chez les patients qui ont un traitement, comme nous le verrons, les traitements ont une durée d'action qui est limitée. Donc ça, un petit interlude. Donc, le tremblement, c'est un tremblement qui en général a une fréquence de 5 cycles par seconde environ, donc qui est rythmique, par définition un tremblement est rythmique. Qui n'est pas contrôlable, sauf si les patients font un mouvement. Donc le tremblement disparaît au mouvement. Ce n'est cependant pas toujours le cas. Il y a certains patients qui, après quelques secondes d'interruption, voient leur tremblement réapparaître lorsqu'ils exécutent un mouvement. Et c'est plutôt une minorité de cas. Alors en ce qui concerne la raideur des muscles, ça se caractérise par des mouvements rigides et saccadés. Une des caractéristiques, ça peut être la diminution du balancement des bras pendant la marche, parfois d'un seul côté. Porter une tasse à ses lèvres ou un verre d'eau peut être plus compliqué. Quand on examine les patients qui ont une raideur musculaire, on sent une résistance involontaire à la mobilisation. C'est ce qu'on appelle en langage médical le phénomène de la roue dentée. Et typiquement, un patient qui a une raideur des muscles ressent le besoin de se détendre en faisant quelques exercices d'étirement et d'assouplissement.
La rigidité peut être aussi source de douleur, et c'est une des causes de ces douleurs dont peuvent parfois souffrir les parkinsoniens, et qui sont un des symptômes non moteurs de la maladie de Parkinson. Quant à la lenteur d'exécution des mouvements, donc, le parkinsonien a une pauvreté de mouvement qui se caractérise également au niveau de son visage. L'expression faciale est pauvre. Certains mouvements peuvent être très difficiles à effectuer. Le simple fait de fermer rapidement son poing, par exemple, peut être extrêmement difficile pour certains patients. Ça peut toucher la marche avec des piétinements sur place, des petits pas collés au sol. On verra plus tard qu'on appelle ça du freezing. Souvent, quand ils marchent, ils peuvent garder les bras immobiles, on en a déjà parlé, et le dos courbé en avant. On a déjà parlé du visage. La perte des mouvements automatiques est une caractéristique, j'en ai parlé lors de l'introduction. Donc, les patients doivent souvent être conscients et doivent commander leurs mouvements de manière consciente. Et donc, souvent, les patients expriment le fait que, à cause de cette lenteur, ils doivent vraiment avoir un agenda très préparé et anticiper toutes les sorties, toutes les choses à faire dans la vie de tous les jours. Alors ça, c'est un petit résumé de l'ensemble des symptômes dont peut souffrir un malade parkinsonien dans l'ensemble de la période où il sera malade. Donc, vous voyez que la sensation de raideur et la lenteur dominent le tableau. Les douleurs sont très fréquentes. Elles sont en général plutôt à des phases plus avancées de la maladie, pas au début. Des rétractions musculaires, donc cette propension à avoir une attitude en flexion. Des difficultés d'écriture. Le tremblement, comme vous voyez, ne touche pas tous les malades parkinsoniens. Il y en a une bonne partie qui n'en auront jamais. Les chutes ne sont pas la règle dans la maladie de Parkinson, c'est même plutôt une exception. Et ça, quand elles surviennent après plusieurs années d'évolution. Bon, les crampes, c'est apparenté aux douleurs, on va dire. Alors, parmi les troubles moteurs associés, un symptôme qui n'est pas connu, enfin qui est moins connu que la triade dont je vous ai parlé, c'est l'instabilité posturale, qui est en fait une perte des réflexes posturaux. Les patients parkinsoniens, au fur et à mesure que leur maladie évolue, ont une propension à avoir une verticale subjective qui n'est plus la même que celle de tout un chacun, et peuvent parfois tomber le plus souvent en arrière à cause de cela. Donc je vous ai dit que les pieds restaient collés au sol, qu'il y avait des hésitations au démarrage. Donc ça, c'est la caractéristique du freezing, qui peut survenir après quelques années d'évolution de la maladie, qui parfois n'est pas sensible aux traitements médicamenteux que l'on prescrit, qui en revanche peut être aidé par la pratique de kinésithérapie, de techniques un peu particulières. La festination, ça c'est un phénomène qui est une tendance qu'ont certains patients qui sont, en particulier ceux qui sont penchés en avant, à accélérer la marche et à perdre l'équilibre vers l'avant. Donc c'est une cause de chute également. Cette festination résulte le plus souvent d'une insuffisance de traitement et donc nécessite en général d'augmenter les doses de médicaments. Enfin, un des troubles moteurs associés que vous connaissez aussi probablement, ce sont les mouvements anormaux involontaires que l'on appelle les dyskinésies, qui peuvent être tout à fait discrets, mais qui peuvent être aussi très spectaculaires, et qui se rencontrent uniquement chez les patients qui sont traités par les médicaments dont on va parler bientôt. Alors, parmi les symptômes non moteurs, il y a des symptômes que je qualifie de neuropsychiatriques. La dépression, c'est 40% des parkinsoniens. L'anxiété, c'est probablement 50%. Il peut y avoir des troubles attentionnels. Alors, les hallucinations, les illusions, c'est plutôt chez les patients qui ont des traitements médicamenteux. Il est rare que cela survienne spontanément ou alors après plus d'une décennie d'évolution. Il peut y avoir des troubles neurocognitifs, mais qui sont, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, mineurs. Il peut y avoir un trouble obsessionnel compulsif. Il y a certains patients qui sont obsédés pour savoir l'heure, mais ça fait partie aussi de choses qui sont parfois nécessaires pour bien anticiper la prise de médicaments, par exemple. L'anxiété, je le mis une deuxième fois, je ne sais pas pourquoi, voilà, j'ai manqué d'attention moi-même. Alors, les troubles du sommeil. Le trouble du sommeil le plus caractéristique, c'est les troubles du comportement en sommeil paradoxal. C'est la propension qu'ont les malades à gigoter quand ils rêvent. Normalement, quand on rêve, on est immobile, on ne bouge que les yeux. C'est le sommeil des mouvements oculaires rapides. Mais les parkinsoniens ont un système qui ne fonctionne pas bien à cet égard et ont tendance à bouger tout le corps. Il y a d'autres troubles du sommeil qui sont associés, le mouvement périodique des jambes,
l'onirisme, donc les rêves éveillés, et c'est souvent une population qui souffre d'une manière générale d'un sommeil de mauvaise qualité. Alors les troubles du système nerveux autonome sont également relativement fréquents, plutôt à des phases un peu plus avancées de la maladie. Ils consistent en des troubles urinaires, des urgences mictionnelles, donc le fait d'avoir envie d'aller uriner assez rapidement, le fait de devoir se lever la nuit, avec chez les hommes le diagnostic différentiel bien entendu de problèmes prostatiques. Alors, ils ont à la fois des phénomènes de transpiration excessive, mais aussi parfois des phénomènes de peau sèche. Bon, ça résulte du fait que le système nerveux autonome a deux pendants, le système parasympathique et le système orthosympathique. Et en fonction du dysfonctionnement prédominant de l'un ou de l'autre, il peut y avoir l'un ou l'autre. L'hypotension orthostatique, c'est le fait d'avoir la tension qui baisse quand on passe de la position assise à la position debout. C'est aussi quelque chose qui peut être aggravé par certains médicaments. Chez les hommes, peuvent être présents des troubles érectiles, de la constipation, ça c'est un gros classique, c'est même souvent un trouble non moteur qui précède parfois de plusieurs années l'apparition des symptômes moteurs de la maladie. Donc on a parlé des symptômes sensoriels, je ne m'y attarde pas. Donc parmi les symptômes gastro-intestinaux, il y a la salivation excessive qui résulte le plus souvent du pavage, qui est en fait aussi également aggravé par le fait que les parkinsoniens peuvent avoir à un moment de leur évolution des troubles de la déglutition. Il y a souvent des troubles du goût qui résultent en fait essentiellement de troubles de l'odorat, qui est une des caractéristiques aussi non motrices de la maladie de Parkinson. Des remontées acides dans ce qu'on appelle du pyrosis en langage médical et des nausées, mais qui sont plutôt, elles, comme les hallucinations d'origine médicamenteuse. Alors, historiquement, la maladie de Parkinson porte ce nom parce qu'en 1817, un médecin généraliste a écrit un bouquin qui s'appelle Essay on the Shaking Palsy, donc un essai sur la paralysie agitante, qui décrit déjà très bien les symptômes de la maladie. Mais on peut voir qu'avant cela, jusqu'au XVIe siècle, Léonard de Vinci identifiait une maladie paralysante avec tremblement des membres. Plus récemment, sont apparus des progrès substantiels dans la compréhension de ce qu'est la maladie de Parkinson, la description des corps de Lewy, dont vous voyez un exemplaire ici, la démonstration du fait que c'est bien au niveau de la substance noire que se situe la première anomalie. Et alors l'identification de la dopamine comme étant le neurotransmetteur, donc la molécule chimique qui transmet le signal de certains neurones à certains autres neurones. Donc c'est cette déficience dopaminergique au niveau de la substance noire qui provoque les symptômes de la maladie de Parkinson. Alors l'épidémiologie, alors je ne vais pas refaire le coup de demander qui a plus de 55 ans, qui a moins de 55 ans, mais vous voyez que c'est plutôt une maladie qui apparaît aux alentours de la 5e décennie, et puis qui ensuite connaît une croissance assez importante jusqu'à 80-85 ans. Après, évidemment, l'espérance de vie naturelle de l'être humain fait que la courbe décroît. Vous voyez aussi sur ce graphique que la maladie est plus fréquente chez l'homme que chez la femme, environ une fois et demie plus fréquente, chose pour laquelle on n'a pas vraiment d'explication bien claire. Elle est également plus fréquente dans certaines ethnies, chez les Européens, les Américains, qui sont des Européens par procuration, on va dire, et les Japonais, alors qu'elle est beaucoup moins fréquente chez les patients d'origine africaine, par exemple. Bon, là, c'est juste pour vous montrer, quand on coupe un cerveau d'une personne décédée qui ne souffrait pas de la maladie de Parkinson, on voit bien la substance noire ici, dans le mésencéphale, alors qu'ici, chez le patient parkinsonien, vous voyez que ça a disparu. Et quand on regarde ça au microscope, on voit également la perte de densité des neurones dopaminergiques au niveau de la substance noire. Et le marqueur neuropathologique que je vous ai déjà montré, qu'on appelle le corps de Lewy, qui est en fait une accumulation de protéines dont le neurone n'arrive plus à se débarrasser et qui provoque in fine la mort cellulaire. Donc la maladie résulte d'une interaction génétique-environnement. Au niveau environnement, on sait que l'exposition aux pesticides, notamment aux pesticides organophosphorés, augmente le risque d'attraper la maladie.
C'est un neurologue français qui, dans les années 2010, avait fait une étude épidémiologique chez les agriculteurs français et avait remarqué qu'ils avaient 5,5 fois plus de risque d'attraper la maladie de Parkinson que la population générale, toutes choses égales par ailleurs, en termes d'âge et en termes de sexe. Alors, autre facteur environnemental qui peut donner la maladie de Parkinson, c'est les traumatismes crâniens. Alors, la boxe, je sais qu'ici, il y a des cours de boxe, mais c'est de la boxe sans traumatisme crânien, par définition. Donc, la boxe sportive telle qu'on la connaît, donc c'est clairement un facteur de risque de maladie de Parkinson. Alors, parmi les facteurs qui protègent contre la maladie de Parkinson, on sait que les gens qui boivent au moins 2 tasses de café par jour tout au long de leur vie ont un risque diminué de faire la maladie de Parkinson. On pense que c'est lié au fait que dans le café, il y a une substance qui s'appelle l'adénosine. Cet effet ne se retrouve d'ailleurs pas avec les autres substances caféinées que sont le thé ou les boissons au cola. La prise chronique d'anti-inflammatoires, ça on le sait parce qu'il y a des maladies, notamment rhumatismales, où les gens prennent souvent des anti-inflammatoires. On sait que ces gens-là ont un risque moindre d'attraper la maladie de Parkinson. Bon, et par ailleurs, je vous ai dit, environnement, il y a la génétique aussi, il y a une dizaine de formes, plus d'une dizaine maintenant, hein, on en a décrit, je pense, 28, une dizaine de formes monogéniques de maladie de Parkinson, mais c'est plutôt une minorité, c'est maximum 5% des gens qui souffrent de la maladie de Parkinson. Je pense que la diapositive suivante vous montre ces maladies génétiques les plus fréquentes. Il y en a certaines qui sont particulièrement fréquentes dans certaines populations. Par exemple, cette forme-là est particulièrement présente chez les patients originaires d'Afrique du Nord, et au point que quand une maladie de Parkinson commence avant 50 ans chez un patient d'origine maghrébine, eh ben, c'est dans plus de la moitié des cas un LRRK2. Ces deux-là sont les plus fréquentes dans la population d'origine européenne, l'alpha-synucléine et la parkine. Vous voyez qu'il y a des formes où elles surviennent de manière relativement isolée, ce qu'on appelle ça des formes autosomales récessives, et puis il y a des formes où vous avez plusieurs apparentés, des oncles, des tantes, des frères, des pères, des mères, etc. Donc c'est ce qu'on appelle des formes autosomales dominantes. Ça c'est un petit peu compliqué à expliquer, ça résulte du fait que si vous avez une forme autosomale dominante, il suffit que vous ayez un seul des 2 chromosomes qui soit porteur pour avoir la maladie. Alors, autosomale récessive, vous avez hérité du gène de vos 2 parents, vos 2 chromosomes sont porteurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne pense pas que c'est le plus intéressant que j'ai à dire. Alors, il y a des formes multigéniques, donc il y a des gens qui attrapent la maladie, ils n'ont pas une forme monogénique, ils n'ont pas un gène dont on est certain qui provoque la maladie, mais ils ont des gènes dont on sait qu'ils augmentent le risque d'avoir la maladie. C'est le cas du gène de la maladie de Gaucher. On sait que ça peut donner une forme de maladie de Parkinson, où parfois les troubles cognitifs sont un petit peu plus importants que dans la maladie classique. En ce qui concerne la cause de la forme sporadique, on suspecte le stress oxydatif, l'accumulation de fer, le dysfonctionnement d'une organite intracellulaire qu'on appelle la mitochondrie, qui est la centrale énergétique de la cellule, en particulier de ce qu'on appelle le complexe 1, un dysfonctionnement de ce qu'on appelle la mort cellulaire programmée. Hein, on vieillit tous, hein, nos cellules sont programmées pour mourir in fine, mais chez certains patients, la mort cellulaire est programmée un petit peu plus tôt que chez d'autres. Une altération du contrôle de la qualité des protéines. Les protéines ont tendance à devenir non solubles et on a de plus en plus de mal à les éliminer. On sait que certains virus, dont le virus de la grippe, l'exposition multiple au virus de la grippe peut provoquer des dysfonctionnements au niveau intracellulaire qui vont aboutir à la maladie de Parkinson. Une maladie qui existait dans les années 10 et 20 du XXe siècle, donc 1910-1920, et particulièrement en Europe centrale, résultait en fait d'une infection à un virus de la grippe un petit peu particulier qui n'était pas la grippe espagnole. Qui s'est auto-limitée dans le temps, elle a disparu, elle était épidémique dans les années 10-20, puis elle a ensuite disparu. Et ça a fait l'objet d'un film hollywoodien qui s'appelle The Awakening, qui est sorti il y a 35 ans,
et dont le principal acteur était Robert De Niro. On a déjà dit quelques mots sur les facteurs environnementaux. Alors pour donner le bon traitement, il faut poser le bon diagnostic. Donc le diagnostic, comme je pense vous l'avoir déjà dit, c'est essentiellement un diagnostic clinique. Donc dans la majorité des cas, aucun examen complémentaire n'est nécessaire. Alors, cependant, il existe des formes de maladies dont le phénotype, c'est-à-dire l'expression clinique, peut avoir des chevauchements avec d'autres maladies. Par exemple, un parkinsonien qui a un tremblement de repos qui ne disparaît pas lorsqu'il tend les bras ou lorsqu'il fait un geste pour attraper un objet. Là, on peut se poser la question de savoir s'il n'a pas une autre maladie qui s'appelle le tremblement essentiel. Et dans ce cas-là, cet examen qu'on appelle le DAT-scan peut avoir une utilité. Il sera normal dans le tremblement essentiel et il montrera une hypofixation en cas de maladie de Parkinson, mais également en cas d'autres maladies apparentées aux maladies de Parkinson, dont je vais dire quelques mots également. Alors, beaucoup de gens demandent, vous ne faites pas une IRM, docteur? Honnêtement, non, il n'y a pas besoin de faire une IRM dans le cas typique de maladie de Parkinson. Il faut cependant savoir qu'il y a des patients qui commencent leurs symptômes comme une maladie de Parkinson et qui en fait évoluent différemment, ils ont une autre maladie. Et dans ces cas-là, ça peut être utile de faire une IRM pour avoir des séquences particulières. Par exemple, la séquence à la neuromélanine qui montre clairement une diminution de la densité de la substance noire, ou alors faire une séquence qu'on appelle SWI, qui, dans les cas normaux, donc qui n'ont pas la maladie de Parkinson, montre très bien la substance noire, en particulier ces deux petites excroissances qu'on appelle le signe de la queue d'hirondelle. Quand vous n'avez pas le signe de la queue d'hirondelle, c'est un argument en faveur d'une maladie de Parkinson. Mais ça, c'est vraiment pour les cas qui posent un problème de diagnostic différentiel. Donc, diagnostic différentiel, je vous ai parlé de tremblement essentiel. Ces gens n'ont pas de rigidité ni de bradykinésie. Ils ne tremblent pas que des mains, ils tremblent de la voix aussi. Ils tremblent de la tête, ils disent non, oui, comme ça, tout le temps. Dans 30% des cas, le tremblement vocal, c'est 10% des cas. Ils ont une histoire familiale, quasiment systématiquement, on va dire. Donc, c'est des familles de trembleurs. Et leur tremblement répond brièvement, mais très bien à l'alcool dans la moitié des cas. Il y a d'autres maladies qui sont, comme je vous l'ai dit, apparentées à la maladie de Parkinson. Vous avez des causes pharmacologiques. Vous savez peut-être qu'on traite la schizophrénie par des médicaments qui bloquent l'action de la dopamine. Et donc, typiquement, les patients schizophrènes qui sont en général jeunes, moins de 30 ans, ont un syndrome parkinsonien. Pas toujours, mais en tout cas relativement souvent. Une maladie qu'on appelle l'hydrocéphalie chronique de l'adulte en francophonie, sauf en Belgique où on l'appelle apparition normale ou normotensive, pour une raison que j'ignore, mais bon, voilà. Cette maladie peut donner un syndrome parkinsonien, mais elle donne en général surtout des troubles cognitifs, des troubles de la marche et des troubles de la continence urinaire. Vous avez toute une série de maladies qui ressemblent très fort à la maladie de Parkinson au début, puis qui ensuite évoluent différemment. C'est le cas de la maladie à corps de Lewy, où il y a très précocement des hallucinations visuelles et des chutes. C'est le cas de l'atrophie multisystématisée, où il y a très précocement des troubles dysautonomiques très importants, une absence de sensibilité aux médicaments qu'on utilise dans la maladie de Parkinson. La paralysie supranucléaire progressive, c'est une maladie où les yeux deviennent de plus en plus difficiles à mobiliser, où il y a également des chutes précoces et une absence de réponse aux médicaments. Et quant à la dégénérescence cortico-basale, c'est une maladie qui donne des symptômes parkinsoniens très, très asymétriques. Donc, ils sont quasiment normaux d'un côté et ils sont tout à fait bloqués de l'autre côté. Et ils ont par ailleurs, quand on les examine, des signes neurologiques qu'il n'y a pas dans la maladie de Parkinson, comme par exemple un syndrome pyramidal. Ça peut être une présentation relativement rare d'une maladie fréquente qui est la maladie d'Alzheimer, qui est plus fréquente que la maladie de Parkinson, mais qui, comme vous le savez, a une présentation essentiellement cognitive, enfin, même quasi exclusivement, des troubles de la mémoire, des troubles du comportement, mais un pourcentage situé entre 5 et 10, on va dire, de malades Alzheimer peuvent attraper des symptômes parkinsoniens. Mais donc la différence est en général relativement facile à faire puisque ces gens ont déjà des troubles cognitifs à l'avant-plan. À noter que les traitements qu'on utilise dans la maladie d'Alzheimer peuvent eux-mêmes donner un syndrome parkinsonien.
Donc des lésions vasculaires, donc des accidents vasculaires cérébraux, localisés à des endroits stratégiques, peuvent donner un syndrome parkinsonien qui a la particularité de prédominer aux membres inférieurs. Donc ça donnera typiquement une marche à petits pas, du freezing, mais par contre leurs bras fonctionnent quasiment normalement. Alors la dégénérescence frontotemporale, ça c'est encore une autre maladie qui peut donner un syndrome parkinsonien, mais qui donne en général essentiellement des troubles du comportement. Bon, des maladies rares, une maladie où le cuivre s'accumule dans le cerveau, une maladie de Wilson, une maladie génétique qu'on appelle la maladie de Huntington, quand elle survient avant l'âge de 20 ans, peut donner un syndrome parkinsonien. Certaines maladies qu'on appelle des dystonies peuvent donner ça. Ce qu'on appelait le syndrome de Farr, il y a encore une trentaine d'années, qu'on appelle désormais calcification idiopathique des noyaux de la base, peut donner vraiment un syndrome parkinsonien quasiment identique à l'original, avec une bonne sensibilité aux médicaments. Et c'est seulement en faisant un scanner, pour le coup, même pas une IRM, mais un scanner cérébral, qu'on voit des calcifications un petit peu diffuses dans le cerveau. Alors il y a des causes exceptionnelles. Hein. Je vous ai déjà parlé des encéphalites liées à certains virus grippaux. Il y a aussi l'intoxication au CO peut donner comme séquelle un syndrome parkinsonien qui, pour le coup, reste stable une fois que les patients ont récupéré de leur intoxication aiguë. Voilà. Alors nous, les neurologues, on évalue la maladie de Parkinson en utilisant des échelles. Vous avez l'échelle de Honneyer qui stadifie en plusieurs stades la maladie de Parkinson. Je ne rentre pas dans le détail. Cette échelle est un petit peu plus complexe. C'est une échelle sur 51 items, comme on dit, qui sont cotés de 0 à 4 et qui, plus c'est élevé, plus la maladie est importante. La partie la plus importante de cette échelle, c'est la partie 3 qui évalue les symptômes moteurs, parce que c'est avec elle qu'on évalue l'éligibilité aux traitements chirurgicaux ou aux traitements par pompe dont je vais vous parler. Alors, avant de vous parler des médicaments et tout, je pense qu'il faut insister sur le fait que le premier traitement de la maladie de Parkinson, c'est l'activité physique. Ce que je dis quand même assez régulièrement aux patients qui viennent en consultation, c'est ce qui est le minimum, c'est de marcher tous les jours. Comment ça, non? Oui, oui, mais c'est bien. Un quart d'heure, c'est bien. Mieux, une demi-heure. Donc on est d'accord. Donc marcher vite, au moins une demi-heure par jour, ça c'est mieux qu'un quart d'heure par jour. Mais il y en a qui font rien, Marcel. Hein, donc voilà, il faut commencer doucement. Ou faire du vélo sans pousser, normal, une demi-heure par jour, ou faire de la natation brassée ou sur le dos, ça aussi c'est pas mal. Mieux aussi, mais pas plus. Donc l'activité physique intense, il y a certains parkinsoniens qui font ça. J'ai un patient qui s'amuse tous les étés à grimper le mont Ventoux, par exemple, en vélo. Bon, c'est bien, sauf que c'est pas mieux que de le faire. Donc il y a beaucoup d'études qui montrent qu'il n'y a pas d'amélioration supérieure des symptômes si l'activité physique est intense par rapport à une activité physique modérée. C'est en revanche vrai pour les maladies cardiovasculaires. Donc il faut leur laisser ça. Donc le bénéfice de l'activité physique se perd si on l'interrompt plus de 6 semaines. Donc ça c'est important aussi. Donc si pour des raisons X, Y, Z, l'activité physique est interrompue, ben, malheureusement vous perdez tout le bénéfice en quelques semaines. Oui, donc là, bon, bah, une petite incise. Donc, comme vous faites ça ici à l'Action Parkinson, je ne vais peut-être pas insister, mais il y a plusieurs activités dont on sait qu'elles ont démontré leur effet. Le tango argentin, la pratique du tapis roulant aussi, ça peut être utile. Le tai chi, donc vous faites du qigong, qui est apparenté. Donc, vous avez vu un petit peu? Voilà, donc la kinésithérapie, c'est important. Donc la kinésithérapie a connu un développement assez important ces 20 dernières années dans la prise en charge thérapeutique de la maladie de Parkinson, avec une prise en charge qui se modifie au fur et à mesure que la maladie évolue. Au stade débutant de la maladie, on prévient essentiellement l'inactivité et les chutes en informant le patient sur l'importance de bouger, de faire du sport, d'améliorer sa condition physique, donc marcher une demi-heure et pas un quart d'heure, par exemple. Au stade moyen, là, il y a
des stratégies thérapeutiques qui peuvent être utilisées pour certains symptômes. On a parlé tout à l'heure du freezing. Donc pour le freezing, certaines stratégies peuvent être utilisées comme le fait de mettre des indices sur le sol, le fait de compter dans sa tête 1, 2, 1, 2. Et certains domaines de la vie quotidienne peuvent être jugés essentiels pour l'un ou l'autre patient, comme par exemple les transferts lit-fauteuil, des patients qui ont une propension à avoir une rigidité axiale importante avec une posture en flexion très importante, certains patients qui ont des difficultés de préhension, des difficultés d'équilibre ou encore des difficultés de marche. Et alors, au stade terminaux de la maladie, qui surviennent en général après plusieurs décennies, il s'agit de prévenir essentiellement des complications liées à l'immobilité. Un petit mot sur la logopédie aussi. Donc, la logopédie peut être utile pour prendre en charge les troubles de l'articulation. Certains parkinsoniens sont difficiles à comprendre en raison d'une articulation monotone, d'une voix faible. Donc, il y a une thérapeutique qui est en particulier utilisée dans cette indication, c'est la Lee Silverman Voice Therapy. Alors, c'est un peu particulier parce que c'est protégé par un copyright, donc tous les logopèdes ne pratiquent pas ce type de thérapie. Mais le but de cette thérapie, c'est d'utiliser essentiellement les poumons et de expulser l'air, apprendre à expulser l'air correctement. Et ça marche relativement bien, mais ça nécessite une continuité dans la pratique de cette thérapie. À noter qu'il existe une Lee Silverman thérapie, LSVT kiné, donc qui est une extension kinésithérapie de ce traitement. Alors, les logopèdes sont aussi utiles en cas de troubles de la déglutition. La déglutition est altérée plutôt dans des stades modérés à avancés de la maladie, rarement au stade débutant, et il touche surtout la deuxième phase de la déglutition, qu'on appelle la phase oropharyngée. Et donc, certaines techniques, comme par exemple pencher la tête en avant, peuvent être utiles pour améliorer ces troubles. Le bavage, qu'on appelle en langage médical la cyanurée, qui résulte d'une part d'un excès de production de salive, comme on l'a déjà dit, mais aussi et surtout en fait du défaut d'initiation de la déglutition, peut faire l'objet aussi de séances de logopédie. Et enfin, comme pour la kinésithérapie, il faut être, je l'ai déjà dit, constant dans la pratique de la logo, sinon le bénéfice se perd assez rapidement. Alors, on va parler maintenant des traitements médicamenteux. Tous les patients parkinsoniens à qui le diagnostic est posé ne nécessitent pas au début un traitement médicamenteux. Si vous avez un tremblement de repos isolé qui motive une consultation mais qui ne provoque pas de gêne particulière, éventuellement autre que sociale, le cas échéant, la question du traitement peut se poser. Donc, il existe certains patients dont on décide qu'ils ne nécessitent pas de traitement et on leur dit de revenir dans 6 mois pour voir si la maladie a évolué et si un traitement devient nécessaire. Dans la participation à la décision, c'est important bien entendu de tenir compte du jugement du patient. Il est clair que quelqu'un qui tremble mais qui doit s'exprimer en public ressentira peut-être plus le besoin d'avoir un traitement que quelqu'un qui tremble et qui s'en inquiète, point à la ligne. Et alors, sur le plan peut-être un petit peu plus philosophique et dans une perspective de prévention de la progression de la maladie, des arguments pour traiter quelqu'un de peu symptomatique ne sont pas définitifs dans le sens où aucun traitement dont on dispose actuellement n'a définitivement démontré qu'il avait un effet neuroprotecteur. Même s'il y a des arguments indirects pour certaines classes de médicaments, c'est le cas des agonistes dopaminergiques, c'est le cas d'un inhibiteur de la monoaminoxydase B. Ne vous inquiétez pas, ça peut-être 2 gros mots pour certains d'entre vous, mais je vais vous expliquer plus tard de quoi il s'agit. Et donc, ces médicaments, pour l'instant, la preuve définitive et scientifique qu'ils ont un effet neuroprotecteur n'est pas encore tout à fait établie, et donc il n'y a pas de... L'argument neuroprotection n'est pas un argument, de mon point de vue, très pertinent pour retenir, traiter de quelqu'un dont les symptômes sont minimes. Par contre, pour le coup, il y a certains patients qui
sont plutôt demandeurs de ne pas avoir de traitement, alors qu'on a la conviction que si on leur donnait quelque chose, ils iraient mieux et leur qualité de vie serait améliorée. Et un des arguments pour convaincre ce type de patients, c'est leur expliquer qu'en n'ayant pas le traitement, ils risquent de perdre certains programmes moteurs, donc des gestes nécessitant des séquences successives, par exemple. Et puis, il y a certains patients dont on a la conviction qu'ils ont une perte de chance en n'ayant pas de traitement, ils détériorent leur qualité de vie. Et donc, chez ces gens-là, on essaye de les convaincre qu'un traitement peut s'avérer nécessaire pour améliorer leur qualité de vie. Alors, sachant qu'on peut se tromper, hein, donc, parfois le patient a raison, le médecin a tort, ça arrive. Alors, cette diapositive un peu compliquée vous résume tout ce qui est disponible au niveau médicaments actuellement dans le traitement de la maladie de Parkinson. Donc, vous avez les agents qui permettent de restaurer le manque en dopamine dont je vous ai parlé au niveau des neurones de la substance noire. C'est le cas de la lévodopa, des agonistes dopaminergiques, et d'un médicament qui a une place relativement limitée, mais dont je dirais un mot, qui est l'apomorphine. Donc, ce n'est pas de la morphine, hein, c'est bien apomorphine, ça n'a rien à voir avec la morphine. Il y a des inhibiteurs de la dégradation de la dopamine, donc je vous ai parlé des IMAO-B, inhibiteurs de la monoaminoxydase B, une des deux voies de la dégradation de la dopamine au sein des neurones du striatum. Le striatum est l'endroit du cerveau où vont les neurones de la substance noire. Et les inhibiteurs COMT, catéchol-O-méthyltransférase. Et enfin, il existe des agents qui ne sont pas dopaminergiques ou le sont très partiellement. C'est le cas des médicaments qu'on appelle les anticholinergiques et de l'amantadine, qui est essentiellement un inhibiteur d'un acide aminé qu'on appelle le glutamate. Et la partie droite de la diapositive vous montre de manière imagée un neurone dopaminergique et l'endroit où interviennent la plupart des médicaments que l'on utilise, la L-dopa, l'antacapone, la célégiline, rasagiline, safinamide, etc., ainsi que les agonistes dopaminergiques. Donc, on va commencer par, à tout seigneur, tout honneur, la lévodopa, donc, qui est le traitement le plus efficace de la maladie, et pas le premier, mais en tout cas celui qui a vu améliorer considérablement la qualité de vie des Parkinsoniens dans le courant des années 60. C'est le seul traitement qui, à ce stade, a démontré qu'il améliorait l'espérance de vie. Donc la durée de vie a été normalisée grâce à ce médicament. Avant cela, la durée de vie d'un Parkinsonien était plus courte. Donc, bonne efficacité clinique, diminue la morbidité et la mortalité. Alors, dans un premier temps, on donnait de la lévodopa brute. On s'est rendu compte qu'elle occasionnait des effets secondaires au niveau essentiellement cardiaque et rénal. Donc, on a ajouté des médicaments qu'on appelle les inhibiteurs de la décarboxylase, ce qui fait qu'en général, les médicaments qui contiennent de la lévodopa contiennent en fait deux molécules. Pour la prolopa, que vous connaissez probablement, c'est la bensérazine. Et pour le doporio, qui vient de sortir et qui est en fait la ressuscitation d'un vieux médicament qu'on appelait le Cinemet dans les années 80-90, c'est la carbidopa. Il existe plusieurs formes. Une forme standard, c'est les comprimés roses CK blanc 4 pour la prolopa. La forme soluble dispersible, c'est le comprimé blanc de prolopa qui se coupe en deux. Et puis il y a la forme retard qui est la gélule verte et bleue, qu'on prend en général plutôt en soirée. Vous avez pour la L-dopa des formes liquides, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Donc la duodopa est la plus connue. Le sigimone est apparu un petit peu plus récemment. Il contient en outre de l'antacapone, qui est un de ces inhibiteurs enzymatiques dont j'ai dit quelques mots. Et vous avez très récemment la produodopa, dont je vous parlerai aussi, qui est donc une forme sous-cutanée, également liquide de lévodopa. La durée de l'effet au début de la maladie est relativement longue, de 6 à 8 heures. Donc 3 prises par jour suffisent. Et puis au fur et à mesure que la maladie avance, la durée d'action de la lévodopa a tendance à rejoindre ce que l'on appelle sa demi-vie, qui est un concept pharmacologique et qui est d'environ une demi-heure à 3 quarts d'heure. Alors, la lévodopa, je vais boire un petit coup. La gorge est sèche. Donc, il y a des complications qu'on a en début de traitement qui fait que parfois on doit commencer à des doses faibles. Ce sont des nausées. Alors, elle peut aggraver la constipation préexistante du malade parkinsonien.
Elle peut aussi, au contraire, provoquer une diarrhée. Ça résulte de l'action au niveau des deux composantes du système nerveux autonome dont je vous ai parlé tout à l'heure. Elle peut faire apparaître ou aggraver une hypotension orthostatique. Elle peut faire apparaître l'onirisme, donc le fait de rêver éveillé. Elle peut donner de la somnolence, mais c'est plutôt rare, c'est moins de 10% des cas. Alors, ce qui est plus embêtant, c'est les complications tardives du traitement par lévodopa, qui surviennent en général après plusieurs années de traitement quotidien. Ce sont ce qu'on appelle les fluctuations motrices, donc qui résultent du fait de ce que j'ai dit, qui est que la durée d'action du médicament devient de plus en plus courte au fur et à mesure que la maladie avance. Donc c'est l'akinésie matinale, donc le fait que le matin, le patient n'a plus pris son médicament depuis la veille au soir et donc est bloqué et doit attendre l'effet du médicament. C'est l'akinésie de fin de dose, donc c'est un phénomène que le patient remarque après quelques mois ou quelques années d'évolution, qui est que, alors qu'avant il avait un effet sans aucune interruption dans la journée, à un moment donné, juste avant la prochaine prise, il ressent que les symptômes reviennent. Alors l'effet on-off, donc ça c'est après plusieurs années en général, donc c'est le fait que les symptômes reviennent en une fois, en moins d'une seconde. Et il y a parfois même ce qu'on appelle le no-on, donc ça c'est encore un stade plus avancé, c'est-à-dire vous prenez votre Prolopa qui avant faisait l'effet, elle n'en fait plus. Et donc ça c'est le signe que la dose est insuffisante et qu'il faut l'augmenter. Et alors les effets secondaires tardifs également embêtants, c'est les dyskinésies, donc ces mouvements anormaux involontaires, qui surviennent dans deux circonstances, en pic de dose, donc lorsque le dosage du médicament est élevé dans le cerveau, mais qui surviennent aussi lorsque le patient passe de l'état bloqué à l'état débloqué, et qui en général là sont relativement brèves, durent 5 à 10 minutes. Ces dyskinésies surviennent chez les malades parkinsoniens environ à raison de 10% par année d'exposition. Donc, statistiquement, au bout d'une dizaine d'années, quasiment tous les parkinsoniens auront des dyskinésies. Parfois, ils ont aussi des secousses musculaires, ce qu'on appelle en langage médical des myoclonies, donc qui sont des mouvements comme ça, mais qui sont quand même beaucoup plus rares. Et c'est plutôt un signe d'évolution moins bonne de la maladie. Alors, ces schémas vous montrent un petit peu l'effet de la lévodopa au fur et à mesure de l'avancement dans la maladie. C'est comme je vous ai dit, au stade précoce, les patients ont une réponse au traitement et n'ont pas de dyskinésie. Puis, ils commencent à franchir le seuil de dyskinésie après quelques années, et vous voyez que la durée d'action du médicament est beaucoup plus courte qu'au début. Puis à la fin, ils deviennent essentiellement dyskinétiques, et ils n'ont quasiment plus de période on sans dyskinésie. Et donc, pour éviter autant que faire se peut cela, on multiplie le nombre de prises tout en diminuant les doses individuelles. On utilise une forme retard le soir, ça c'est essentiellement pour la kinésie matinale. On utilise des médicaments inhibiteurs de la dégradation de la dopamine, dont je vous dirai quelques mots. On utilise un agoniste dopaminergique qui permet de diminuer substantiellement les doses de médicaments. Je vous parlerai des agonistes dopaminergiques. On peut utiliser l'autre inhibiteur enzymatique. Et à la fin, on peut être amené à choisir la chirurgie, les pompes. Alors, on passe au deuxième grand groupe de médicaments qu'on utilise dans la maladie de Parkinson, qui sont les agonistes dopaminergiques. Alors, il en existe essentiellement deux en Belgique. Il y en a un troisième qu'on utilise peu, qui est un patch. La raison pour laquelle on l'utilise peu est que le remboursement n'existe pas, que la délivrance d'une substance chimique par un patch dépend de la qualité de la peau. Or, je vous ai dit que la peau du Parkinsonien pouvait soit faire l'objet d'une transpiration excessive, soit d'être excessivement sèche, ce qui résulte soit en une insuffisance d'absorption du médicament, soit en un excès. Et donc pour cette raison-là, le patch de Neupro n'est pas très populaire en Belgique. Il y a aussi un effet secondaire qu'on connaît moins, qui est qu'il utilise l'aluminium, et que le fait qu'il y ait de l'aluminium dans ce médicament représente une contre-indication à la pratique d'une résonance magnétique. Alors, concernant les anciens agonistes dopaminergiques, le plus connu est le Parlodel, donc la bromocriptine. Il a été inventé dans les années 70. Il a été beaucoup utilisé jusqu'au début des années 90. Malheureusement, on a remarqué qu'il avait des effets secondaires au niveau des valves cardiaques et au niveau de la plèvre des poumons. Et
pour cette raison-là, on n'utilise plus beaucoup et on préfère utiliser les nouveaux agonistes dopaminergiques qui sont plus si nouveaux que ça puisqu'ils datent des années, fin des années 90, à savoir le pramipexole et le ropinirole, dont il existe depuis relativement récemment des formes retard qui permettent leur utilisation une fois par jour, ce qui est relativement pratique. Alors ces agonistes dopaminergiques, ils agissent comme la lévodopa sur les récepteurs dopaminergiques. Leur avantage, c'est que leur durée d'effet, comme je l'ai dit, elle est beaucoup plus longue que celle de la lévodopa. Donc ça résulte du fait qu'ils ont une demi-vie pharmacologique plus longue. Malheureusement, ils sont un petit peu moins efficaces. Donc en général, ils ont une efficacité qui est située aux alentours de 60 à 70% de l'effet de la lévodopa. Cependant, ils permettent de retarder l'usage de la lévodopa et donc l'apparition des effets secondaires à long terme de la lévodopa, les effets dyskinétiques. Et c'est notamment le cas chez les patients jeunes. Les dyskinésies surviennent le plus souvent chez les patients parkinsoniens qui commencent la maladie jeunes, c'est-à-dire avant 50 ans. Ils permettent en thérapie combinée de diminuer les doses de lévodopa d'environ une vingtaine de pourcents. Alors, ils ont des complications qui ne sont pas négligeables. La complication la plus importante, c'est la survenue d'une psychose. C'est surtout des hallucinations visuelles qui sont dose dépendantes. Donc, si vous baissez la dose, ces symptômes psychotiques vont disparaître. Ils peuvent donner également de l'hypotension orthostatique. Ça, c'est plus fréquent qu'avec la L-Dopa. Et c'est pour ça que celles d'entre vous qui sont sous-agonistes dopaminergiques savent que les doses doivent être très progressivement augmentées et pas très, très rapidement, sinon il y a un risque, ce risque est important. Ils peuvent donner de la nausée, comme la lévodopa. Alors, ils donnent plus souvent que la lévodopa des œdèmes des jambes, qui parfois nécessitent l'arrêt du traitement. Ils peuvent donner de la somnolence, au point qu'aux États-Unis et au Canada, les gens qui sont sous agonistes dopaminergiques doivent repasser leur permis de conduire régulièrement pour bien vérifier qu'il n'y a pas de problème lié à la conduite automobile. Et alors, enfin, un trouble qui est particulièrement ennuyeux, c'est le trouble du contrôle des impulsions, qui heureusement survient chez une minorité de patients, mais quand il survient, ça peut être dramatique. Ça peut concerner la pratique de jeux pathologiques. Hein. Il y a des gens qui vont jouer des sommes faramineuses d'argent. Et ce n'est pas forcément quelque chose dont ils vont parler en consultation. Ça peut toucher la nourriture, donc la consommation en particulier d'aliments sucrés. Bon, ça, on le voit parce qu'en général, ils prennent du poids. On le voit d'une consultation à l'autre. Ça peut concerner le sexe. Ça, c'est particulièrement vrai chez les hommes. Donc, il y a des hommes qui, avant, étaient tout à fait normaux, vont commencer à aller sur YouTube, voir des vidéos complètement... enfin, voilà. Devinez ce que je veux dire. Et donc, ça peut survenir, on estime, dans 10 à 15% des cas. Et donc, l'attention sur ce problème a été soulevée relativement récemment. C'est probablement, ça n'existait pas avec les agonistes ergotés, dont je vous ai parlé, ceux qui donnent des complications cardiaques et pulmonaires. Ça existe surtout avec les nouveaux agonistes dopaminergiques, donc le mirapexin et le ropinirole. Et donc, quand ce genre de trouble arrive, il faut arrêter immédiatement le traitement, parce que sinon, c'est compliqué de pouvoir gérer la maladie ensuite. Alors, on va parler brièvement des inhibiteurs enzymatiques de la dopamine. Donc, ici, c'est surtout la partie droite de la diapositive qui est importante. Certains d'entre vous sont peut-être sous Stalevo. Donc, le Stalevo, c'est comme la Prolopa ou le Doporio, mais il y a une petite chose en plus qui fait que la dégradation de la dopamine par une enzyme qu'on appelle la COMT est inhibée, et donc ça résulte en une action prolongée de la dopamine. Ça prolonge la durée d'action de la L-Dopa de 30 à 45 minutes, donc ça augmente la durée des phases on. Ça permet de réduire la dose de L-Dopa en moyenne de 16% pour ce qui concerne l'antacapone. Elles réduisent aussi les fluctuations motrices, mais elles ont tendance parfois à augmenter les dyskinésies, ce qui est un effet secondaire qui est jugé acceptable par certains patients. Il en existe
deux en Belgique, qui sont l'antacapone et la tolcapone. Mais la tolcapone, on l'utilise quasiment plus parce qu'elle donne une complication hyper grave qui est une hépatite fulminante. Et donc pour cette raison-là, elle est tombée en désuétude. L'antacapone est utilisé soit seul, c'est le comptant, soit en association avec la levodopa et un inhibiteur de la décarboxylase, c'est le Stalevo. Alors vous avez un nouvel inhibiteur COMT qui existe en France, qui s'appelle l'opicapone, qui a l'avantage de se prendre qu'une fois par jour, alors que l'antacapone se prend en même temps que la frolopa, donc parfois jusqu'à 5 ou 6 fois par jour. Mais il n'est pas encore disponible en Belgique. La fenêtre d'utilisation de ces médicaments est relativement limitée et en général précède l'utilisation de traitements complémentaires de la maladie, comme la chirurgie ou les pompes. Elle est également présente dans le léciginone, qui est un des traitements par pompe. Et un des effets secondaires qui parfois effraie les patients, mais qui en fait n'a aucune conséquence médicale particulière, c'est que ça donne des urines orangées. Donc les émetteurs de la monoaminoxydase, vous en avez trois. L'historique, c'est la sélégiline, alias LD-Pril, qu'on n'utilise quasiment plus parce qu'il a fait l'objet d'un dénigrement dans les années 90. On a prétendu qu'il augmentait la mortalité. Et en fait, il y a plusieurs études qui ont corrigé ce point, mais malgré ça, le mal était fait, et donc on ne l'utilise quasiment plus. La rasagiline, en revanche, a fait l'objet d'une promotion très habile, parce qu'on a prétendu qu'elle avait un effet neuroprotecteur. Donc le fait qu'elle ne l'ait pas n'est pas démontré, mais elle n'a pas démontré qu'elle avait un effet neuroprotecteur, en fait. Elle a un effet symptomatique, qui est comparable à celui de la sélégiline, mais l'effet neuroprotecteur, le design de l'étude qui prétendait avoir montré ça, en fait, ne le montrait pas. Donc, l'argument comme quoi il faut prescrire de la rasagiline parce que c'est un effet neuroprotecteur, moi je ne suis pas très partisan de cela. Plus récemment, en 2015, est apparu le Xadago, la safinamide, dont l'intérêt peut-être est qu'il a un effet supplémentaire, c'est qu'il bloque les récepteurs au glutamate. Donc théoriquement, un possible effet antidyskinétique, qui dans la pratique n'est pas très évident. En fait, dans mon expérience personnelle, n'est pas très évident. Et dans les chiffres des études non plus. Donc en résumé, ces médicaments ont une place relativement mineure dans la prise en charge de la maladie, mais peuvent aider certains patients dans les formes légères à modérées. Ils sont brièvement efficaces pour ce qui concerne les inhibiteurs COMT dans la prise en charge des fluctuations motrices. Ils ont peu d'effets secondaires, mais aussi peu de marge thérapeutique en termes de dose, alors que les agonistes, on peut moduler les doses du simple au 20-tuple, j'ai envie de dire. Alors, concernant encore deux autres classes de médicaments, que sont d'une part les anticholinergiques et la mentadine, pour résumer les choses, les anticholinergiques, leur place, c'est chez des patients qui ont un tremblement exclusif et qui sont plutôt jeunes. Pourquoi? Parce que chez les patients plus âgés, ils peuvent donner des effets secondaires cognitifs, ils peuvent donner des troubles urinaires, notamment chez les hommes qui ont une grosse prostate, des difficultés à uriner. Ils peuvent donner du glaucome, qui est particulièrement fréquent dans la population âgée. Alors on les utilise encore, mais très marginalement. Le plus utilisé en Belgique, c'est l'Artane, donc le trihexyphénidil. Les psychiatres aiment beaucoup le quémadrin, qu'ils utilisent pour limiter certains effets secondaires des médicaments neuroleptiques pour traiter la schizophrénie dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc la mentadine, alors la mentadine, elle n'existe plus en Belgique, mais il y a encore beaucoup de patients en Belgique qui sont traités par la mentadine parce qu'on l'importe facilement de France ou d'Allemagne. Donc c'est une vieille molécule qui initialement en fait était un antiviral qu'on utilise dans le traitement de la grippe. Et qui, on s'est rendu compte qu'elle avait un effet anti-parkinsonien. Cet effet est minime, hein, il est beaucoup moins important que celui de la L-Dopa, même moins important que celui des agonistes dopaminergiques. Par contre, on a redécouvert son intérêt fin des années 90, début des années 2000, à des doses plus élevées que celles qu'on utilisait auparavant, puisqu'elle a un effet antidyskinétique. Et c'est comme ça qu'on a mis en évidence à l'époque qu'ils avaient un mode d'action principalement contre le glutamate. Parce qu'on suppose que le glutamate joue un rôle dans la survenue de la dyskinésie. La mentadine, comme les anticholinergiques, peut donner des troubles cognitifs, elle peut donner des hallucinations et elle peut donner une coloration un peu particulière de la peau qu'on appelle le livedo réticularis, qui est simplement la mise en évidence du réseau veineux sous-cutané.
Un petit mot sur l'apomorphine. Donc, c'est aussi un agoniste dopaminergique, mais la particularité, c'est que, contrairement aux autres, il est plus efficace et il a quasiment un effet identique à celui de la levodopa, mais sa durée d'action est très brève. Et en plus, il est uniquement disponible par injection sous-cutanée. Et donc, ces effets secondaires sont liés essentiellement au fait que c'est par injection sous-cutanée. En France, un traitement est très populaire, c'est la pompe à apomorphine, dont vous avez peut-être entendu parler. Il y a un médecin qui utilisait ça dans la région de Charleroi, qui je crois a été un de vos orateurs ici, qui est le docteur Van der Heyden. Je me souviens, moi-même, j'ai été à l'hôpital Vézal dans les années 90 et il y avait quelques patients sous pompe à apomorphine. Il faut bien reconnaître que la pompe à apomorphine n'a pas pris en Belgique et c'est uniquement à Vézal quasiment qu'on l'utilisait. Donc c'est le même principe que le traitement dont je vais vous parler après, qui sont les traitements par pompe, donc qui consistent à donner de la dopamine de manière continue afin d'éviter les fluctuations. Elle est pas mal utilisée en France, en général avant la duodopa, parce qu'elle coûte moins cher, avec quand même un prix qui est aux alentours de 20 000 € par an, et qui est remboursé par l'assurance maladie là-bas. En Belgique, on a des stylos. Alors l'indication, c'est clairement l'akinésie matinale, donc ce phénomène qui survient le matin, après la première prise de Prolopa, où l'effet ne se manifeste pas tout de suite. Elle peut être utilisée en cas de on ou de on-off, donc également. L'inconvénient de l'apomorphine, c'est qu'elle donne, comme je l'ai dit, donc, des effets secondaires subcutanés, mais aussi des nausées. Et c'est difficile de prévoir la dose chez un patient isolé. Ça peut aller de 1 à 10 mg, donc c'est extrêmement variable. Alors, avec tout ça, on va passer au traitement un petit peu plus agressif. Donc, au début, les médicaments arrivent à bien contrôler les symptômes, et quand surviennent les dyskinésies et les effets on-off, on arrive au traitement un petit peu plus avancé que sont les pompes et la stimulation cérébrale profonde. Donc la neurochirurgie dans la maladie de Parkinson, c'est une relativement longue histoire, puisque ça commence au début du XXe siècle. Les neurochirurgiens de l'époque pratiquaient des sections du cortex moteur, donc essentiellement dans le traitement des tremblements. C'était très efficace, mais par contre ça provoquait des paralysies, donc c'était un petit peu embêtant. Alors par contre, un traitement qui a été pas mal populaire, c'est les thalamotomies, c'est-à-dire le fait de provoquer une lésion dans une structure profonde du cerveau qu'on appelle le thalamus, dont on sait qu'il est un centre de relais de la survenue de quasiment tous les tremblements. Et donc, ces thalamotomies ont permis essentiellement d'aider les patients qui tremblaient. Bon, c'est arrivé aux alentours des années 58-60, puis la levodopa est arrivée au milieu des années 60 et a complètement supplanté les thalamotomies. Dans les années 80, certains neuroscientifiques ont décrit un fonctionnement des noyaux de la base avec des effets inhibiteurs, des effets excitateurs de certains neurotransmetteurs entre certaines structures profondes du cerveau. Et de cette théorie est né le fait de la compréhension de certaines voies fonctionnelles de la dopamine et donc de cibles potentielles de la maladie que sont le noyau sous-thalamique et le pallidum interne, le globus pallidus interne. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans la neurochirurgie? Donc, il y a encore de la science-fiction, c'est là, encore que ça, c'était pas de la science-fiction, ça a existé, mais ça a été abandonné. Ça existe depuis maintenant une bonne trentaine d'années, et donc, comme je vous ai dit, ça existe depuis très longtemps. Donc, il y a plusieurs cibles potentielles. Le thalamus, donc c'est une cible pour les gens qui ont un tremblement très invalidant, donc les gens qui ont un tremblement essentiel, mais aussi des Parkinson dont le tremblement est réfractaire au traitement médicamenteux, ça existe. Le pallidum interne et le noyau sous-thalamique dont je viens de vous parler sont les deux cibles qui ont été au départ explorées, et on a constaté que le noyau sous-thalamique était probablement celle qui avait le meilleur rendement, on va dire, qui permettait d'épargner le plus la prise de médicaments, donc améliorer une meilleure qualité de vie. En ce qui concerne les procédures dites restauratives, donc il y a des équipes qui ont greffé des cellules fœtales à la fin des années 80, début des années 90, essentiellement au Mexique et en Suède.
Et ça a amélioré les symptômes du patient parkinsonien, mais seulement de manière très limitée dans le temps, genre 1 an ou 2 ans, et puis ensuite les symptômes revenaient comme avant. Et la courbe que suivait le malade n'était pas une courbe qui était au-dessus de celle qu'elle aurait été s'il n'avait pas été traité. Il revenait vraiment, pour le coup, à un état qui était une dégradation par rapport à avant. Et donc, cette piste a été abandonnée vers la fin des années 90. Surtout à l'avènement, je dirais, de la stimulation cérébrale profonde, dont les effets, là, pour le coup, étaient beaucoup plus solides et continus. Alors, actuellement, on repart dans cette piste-là avec des concepts un petit peu plus sophistiqués, que sont les cellules souches, des facteurs trophiques ou de la thérapie génique. Mais pour l'instant, comme je l'ai dit, ça reste encore un tout petit peu de la science-fiction. Il y a quelques équipes qui ont fait ça, il y a quelques dizaines de malades qui ont été traités par ça, les résultats semblent prometteurs, mais pour pouvoir passer à une phase, on va dire, entre guillemets, industrielle de ce type de traitement, ça a l'air d'être particulièrement compliqué. Donc, la chirurgie de stimulation électrique à haute fréquence, bon, bah, c'est ce qu'on fait à Erasme, c'est ce qu'on fait à Saint-Luc, c'est ce qu'on fait à l'UZ Bruxelles, dans la région bruxelloise. C'est le fait d'implanter des électrodes de stimulation dans une structure du profond du cerveau, qu'on appelle le noyau sous-thalamique, qui joue un rôle important dans ces relais de neurotransmetteurs qui mènent au dysfonctionnement des voies dopaminergiques. La condition pour pouvoir bénéficier de ce traitement, c'est avoir moins de 70 ans. Pourquoi? Parce qu'au-delà de 70 ans, souvent, les patients ont plus d'effets secondaires de cette thérapie. Mais il n'y a pas d'interdit. Le dernier patient qu'on a opéré avait 78 ans, pour vous donner un exemple. Donc, ce n'est pas une limite stricte, ça dépend vraiment du type de maladie, de comment le patient fonctionne sur le plan cognitif, etc. Mais en général, cette barrière de 70 ans est quand même quelque chose. On sait que les patients de plus de 70 ans répondent moins bien à la chirurgie qu'en dessous. Il faut avoir une bonne dopasensibilité, donc on considère qu'avoir 50% est un prérequis. Si on a 70 ou 80%, c'est encore mieux. Donc il y a beaucoup de centres qui font ça en Belgique, 13, c'est énorme pour un petit pays comme la Belgique, donc 3 dans la région bruxelloise, je vous ai déjà cité, dont Erasme. Alors on fait ça un peu différent. Donc à l'UZ de Bruxelles et chez nous, on fait ça en procédure éveillée, alors qu'à Saint-Luc, ils font ça sous anesthésie générale. Les avantages et inconvénients des deux formules, c'est que dans le cas de la chirurgie éveillée, on peut quand même vérifier les effets secondaires immédiats en direct. Donc on stimule en direct le patient pendant la salle d'opération et on peut voir s'il a des picotements, s'il a des mouvements involontaires, s'il ressent une contracture du visage quand on stimule, etc. L'avantage de le faire sous anesthésie générale, c'est que le patient, c'est confortable pour lui, il ne vit rien, il n'est pas fatigué le lendemain de l'opération. Et puis les progrès de la résonance magnétique font que de nos jours, les cibles sont de mieux en mieux identifiées d'un point de vue anatomique. Donc les effets, c'est relativement spectaculaire chez la plupart des patients, une diminution de plus de 70% du tremblement et de la rigidité, de 50% de la lenteur. Les dyskinésies sont beaucoup moins fréquentes et ça résulte exclusivement du fait qu'on diminue drastiquement la dose des médicaments. Alors, récemment, la stimulation a bénéficié de quelques progrès. C'est le cas de la stimulation directionnelle. Donc, avant, on stimulait tout autour des contacts de l'électrode. Maintenant, on peut choisir l'orientation où on stimule. On peut également enregistrer l'activité électrique du cerveau autour des électrodes de stimulation, ce qui nous permet de déterminer l'endroit où il y a les activités électriques dont on sait qu'en les détectant, c'est là que se situe le problème et qu'on doit envoyer le courant. Ça permet d'économiser le courant, ça permet d'allonger la durée de vie du stimulateur. Et ça permet d'avoir une fenêtre thérapeutique plus importante, c'est-à-dire il y a certains patients stimulant tout autour, il arrive un moment où on a des effets secondaires, comme par exemple des troubles de l'articulation, et bien en stimulant directionnellement, on peut encore augmenter d'un cran supplémentaire le courant sans avoir cet effet secondaire. Donc les procédures lésionnelles, on ne fait plus des lésions comme on en faisait dans les années 50.
La dernière lésion strictement chirurgicale qu'on a faite à Erasme, c'était en 2010. C'est une patiente qui avait déjà des stimulateurs et qui avait un tremblement réfractaire. Donc on a fait une lésion unilatérale du thalamus chez cette patiente. Son tremblement a disparu grâce à ça. Et donc la manière dont on procédait, c'était qu'on repérait l'endroit où se situe le noyau qu'on vise en enregistrant les activités électriques du cerveau, le patient éveillé. On chauffe l'électrode à 80 degrés pendant 1 minute, on retire l'électrode et il y a une lésion d'environ 1 mm3 qui est provoquée et qui donc interrompt les voies qui provoquent le tremblement. Donc ça, on ne fait plus. Ce qu'on fait maintenant, en particulier à Erasme, parce qu'on a le matériel, on fait des gamma-thalamotomies. Donc, au lieu d'utiliser une électrode qu'on met chirurgicalement dans le cerveau, il n'y a pas de chirurgie, donc on n'ouvre pas le crâne, on envoie des rayons gamma, comme on ferait, comme on enverrait de la radiothérapie par exemple, sauf que là c'est pas de la radiothérapie au sens strict, c'est de la gamma-thérapie, et ça provoque une lésion qui survient après quelques semaines, quelques mois, et qui provoque une amélioration à moyen terme du tremblement. On l'utilise surtout dans le traitement du tremblement réfractaire, et en particulier chez les patients chez qui il y a une contre-indication quelconque à la pratique d'une intervention chirurgicale. Alors le problème c'est que c'est irréversible, contrairement à la stimulation où on peut arrêter. Là, une fois que c'est parti, on ne peut plus arrêter le processus. Le délai est parfois assez long avant l'obtention d'un effet bénéfique. Et l'expérience qu'on a de ça, c'est que quand on fait les deux côtés, il y a souvent des complications de type vocal. Donc les gens ont une voix qui porte beaucoup moins, ce qui est déjà le cas naturellement d'un patient parkinsonien, et donc ça peut être problématique. Et donc on fait en général qu'un seul côté, qui est le côté dominant, pour améliorer le tremblement du côté dominant. Alors, certains patients me parlent beaucoup de ce traitement-là. Alors, c'est un traitement, là, il faut encore du tremblement. Ce n'est pas un traitement de la maladie de Parkinson stricto sensu, même s'il commence à y avoir des études qui portent sur le noyau sous-thalamique. Pour l'instant, le standard, c'est plutôt le traitement par ultrason au niveau toujours de la même cible, le thalamus, pour traiter le tremblement. Et donc, on fait un petit peu la même chose que ce qu'on faisait avec les électrodes qu'on chauffait, sauf que là, la chaleur est produite par les ultrasons. Et donc, ce n'est pas encore disponible en Belgique, à ma meilleure connaissance. Je sais que Leuven, la KU Leuven, souhaite avoir un équipement de cette sorte, mais je pense qu'ils ne l'ont pas encore. Je sais qu'elle commence à être utilisée en France, puisque lors du dernier congrès francophone des journées neurologiques de langue française, il y a notamment la Salpêtrière qui a parlé de leur expérience avec ce type de traitement, donc un grand hôpital parisien, et également en Allemagne et à Zurich, en Suisse également. Alors, quelques mots sur les pompes maintenant. Donc, depuis 2007, en Belgique, existe le traitement par duodopa. Donc, l'avantage de ce traitement, qui est un traitement par lévodopa liquide, c'est qu'il vous administre le médicament de manière continue. Donc, c'est plus un médicament à prendre tous les 2 heures, tous les 3 heures, tous les 6 heures. C'est continu. Et donc, ça permet d'éviter la pulsatilité du traitement, donc d'éviter les complications qu'on appelle les fluctuations motrices et les dyskinésies. Ça diminue l'incidence des dyskinésies et des fluctuations motrices, comme vous le verrez sur une diapositive suivante, de manière assez substantielle. L'avantage par rapport à la stimulation cérébrale, c'est que là, il n'y a plus de nécessité de prendre un médicament oralement. L'inconvénient, c'est que ça nécessite une procédure de demande de remboursement qui reste quand même assez contraignante, qui nécessite une hospitalisation d'environ 1 semaine, ensuite une attente de plusieurs mois, le temps que la commission ad hoc donne son accord. C'est cher, ça coûte 45 000 € par an, le patient ne paye rien, mais ça coûte cher. Et donc l'assurance maladie belge limite à 80 patients par an le nombre de patients qui sont éligibles à ce type de thérapeutique. Plus récemment est apparu le lésigimone. Le lésigimone permet d'utiliser une dose plus faible de lévodopa parce qu'il y a de l'antacapone dedans, dont je vous ai parlé. L'avantage aussi, c'est que la pompe est plus petite, donc plus discrète. Voilà. Et donc, certaines complications qui peuvent être liées à l'excès de dose de duodopa, parce qu'en général, quand on utilise la duodopa, on utilise des doses beaucoup plus élevées
de levodopa que quand on le prend par la bouche, vu qu'on est plus limité par les effets secondaires liés au surdosage. Et donc, dans ce cas-là, il peut y avoir des effets secondaires qui ressemblent un peu à ceux qu'on a avec les agonistes dopaminergiques, qui sont ce trouble du contrôle des impulsions. Et comme le patient a la possibilité de s'auto-administrer des doses, si on ne met pas le HOLA en termes du nombre de doses par jour, ça peut provoquer des problèmes. Donc, comme avec le lésigimon, on utilise une dose un peu plus faible, ce problème est probablement un petit peu moins présent. Donc les critères d'inclusion, il faut avoir une maladie de Parkinson avancée, bien entendu, il faut que ce soit une vraie maladie de Parkinson et pas un autre syndrome parkinsonien. Comme pour la stimulation, il faut une bonne dopasensibilité, puisque c'est de la levodopa, c'est logique. Il faut qu'il y ait des fluctuations, des dyskinésies, il ne faut pas qu'il y ait des troubles cognitifs. Le test qu'on utilise n'est pas un test très pertinent pour tester la cognition des malades parkinsoniens, mais bon, c'est le test qu'on utilise dans la maladie d'Alzheimer, donc il n'y a pas du tout une bonne sensibilité, une bonne spécificité, mais à la limite, c'est plutôt un avantage dans le sens où ça nous permet de prendre probablement un petit peu plus de patients qu'on ne le pourrait s'ils utilisaient des tests un petit peu plus sévères. Il ne faut pas qu'il y ait de troubles psychiatriques parce qu'on a quelqu'un qui a une pompe et qui a une sonde à l'intérieur de son abdomen, donc risque de l'arracher ou des choses comme ça en cas de troubles psychiatriques. Il faut un support social et familial adéquat dans la mesure où parfois la manipulation de la pompe peut être ressentie comme compliquée par certains patients, tant sur le plan d'habileté manuelle que sur le plan cognitif. Et donc le fait d'avoir un aidant proche qui pourrait manipuler la pompe est certainement un plus. Donc voilà, comme je vous ai dit, un résultat spectaculaire, tant sur les fluctuations motrices que sur les dyskinésies. Donc ici, on voit que des gens qui avaient un temps off de 266 minutes par jour passent à peine une demi-heure au bout de 6 mois et de 12 mois, et qui avaient 152 minutes de dyskinésie, plus que 42 minutes au bout de 6 mois et 40 minutes au bout de 12 mois. Alors, à un moment donné, le KCE, qui est une agence qui évalue les traitements en Belgique, a envisagé de faire une comparaison entre la duodopa et la stimulation cérébrale profonde, alias DBS pour Deep Brain Stimulation. Malheureusement, ce projet n'a finalement pas vu le jour, faute d'un protocole permettant d'avoir une bonne qualité méthodologique. C'est difficile de comparer quelqu'un qui a des électrodes dans le cerveau à quelqu'un qui a un tuyau dans l'abdomen. Le double aveugle n'est tout simplement pas possible. Et donc, dans ce contexte-là, il y a trop de subjectivité qui intervient. On va laisser monsieur sortir. Donc, d'une manière générale, on propose la duodopa plutôt aux patients plus âgés, plus de 70 ans. Je vous ai expliqué que les patients de plus de 70 ans avaient souvent des complications avec la stimulation cérébrale profonde. Donc, c'est une monothérapie à la levodopa, donc il y a moins d'effets secondaires de type psychiatrique, alors que dans la stimulation cérébrale profonde, il garde souvent un matelas de traitement qui peut être une monothérapie à un agoniste dopaminergique et donc éventuellement avoir des troubles psychiatriques liés à cet agoniste. En cas de duodopa, on peut opérer quelqu'un qui a d'autres problèmes neurologiques. J'avais une patiente qui avait, un Parkinson et une sclérose en plaques. Et donc on ne pouvait pas lui mettre d'électrodes parce qu'on prenait un risque neurochirurgical pour le coup de lui mettre des électrodes. Et donc là, pour le coup, on lui a mis de la duodopa, bien qu'elle était jeune. La procédure est un peu moins lourde médicalement, puisque le médecin n'a pas grand-chose à faire, c'est surtout le malade qui travaille. C'est exactement l'inverse pour la stimulation cérébrale profonde, encore que maintenant les patients ont des télécommandes, ce qui leur permet aussi d'avoir un certain contrôle sur leur stimulation. Mais c'est quand même essentiellement le neurologue qui règle les paramètres. La duodopa, donc c'est de la levodopa, il n'y a pas d'aggravation des troubles posturaux et de la dysarthrie, qui est une chose qui peut survenir notamment chez les patients âgés, de plus de 70 ans, avec la stimulation cérébrale profonde. La maintenance dans la stimulation cérébrale profonde est moins contraignante. En général, il faut changer la batterie en moyenne 5 ans, ça dépend des paramètres électriques qui sont appliqués. Et fait nouveau, depuis quelques mois,
on peut implanter des stimulateurs auto-rechargeables. Et donc, ça allonge la durée de vie des stimulateurs à 15 ans. Donc, voilà. Maintenant, c'est donc pour ça moins contraignant. Et puis, pour l'assurance maladie, bon, ça intéresse moins peut-être le patient, mais le rapport coût-efficacité est démontré, et donc l'assurance maladie flèche très fort, en fait, le traitement complémentaire de la maladie vers la stimulation plutôt que vers la duodopa. Alors, la produodopa, ça vient d'arriver en Belgique. Ça existe déjà depuis quelques années dans d'autres pays européens. Donc, c'est une pompe sous-cutanée. Hein. Donc là, on ne met plus d'électrodes, on ne met plus, pardon, on ne met plus de... La pompe n'alimente plus l'intestin, mais elle alimente les vaisseaux sous-cutanés. Donc, c'est moins invasif. Il n'y a pas besoin de procédure, alors, en l'occurrence, qui est une procédure pas chirurgicale, mais quand même qui nécessite une gastroscopie. Et donc, à terme, je pense que ce traitement pourrait supplanter complètement la duodopa et le leucigimon, vu la praticité. Le seul point qui pourrait limiter l'expansion de ce type de traitement par rapport à la duodopa, c'est le fait qu'il y a des effets secondaires cutanés, qui peuvent être des granulomes, donc des gros boutons rouges, si vous préférez, ou tout simplement des rougeurs aux alentours de l'injection sous-cutanée, qui peut parfois être ressentie comme douloureuse. Mais moyennant cela, je pense que ce traitement-là pourrait avoir un beau développement dans les années qui viennent. En termes d'efficacité, on est dans le même ordre de grandeur d'amélioration du temps on, c'est ce qui est en vert ici, et de diminution du temps off, de diminution des dyskinésies, ce qui est un tout petit peu moins évident. Là, c'est en bleu, on voit quand même que ça diminue. Donc, parmi les traitements à venir, donc, il y a, alors l'immunothérapie, je vous ai dit tout à l'heure que les gens qui prenaient des anti-inflammatoires non stéroïdiens de manière chronique, par exemple pour traiter une maladie comme la polyarthrite rhumatoïde, avaient moins de risque de faire la maladie de Parkinson. On a remarqué aussi que des gens qui étaient sous immunothérapie pour ce type de maladie avaient aussi moins de risque de faire des maladies de Parkinson. Et donc il y a eu l'un ou l'autre essai qui ont montré un effet bénéfique modeste de l'immunothérapie sur la maladie de Parkinson. À mon avis, ça n'ira pas très loin parce que les complications d'une immunothérapie sont tellement importantes et le prix de ces médicaments est tellement élevé que je pense que le rapport coût-efficacité ne va pas être présent. Quelque chose qui est beaucoup plus populaire, au moins dans les médias, c'est les analogues GLP-1. C'est une classe de médicaments qu'on utilise dans le diabète depuis une quinzaine d'années, qu'on utilise également dans le traitement de l'obésité. Ces médicaments montrent qu'il y a plusieurs de ces médicaments qui font partie de cette classe qui ont montré un effet sur les scores moteurs de la maladie. Cependant, la magnitude de ces effets semble relativement modeste. Raison pour laquelle, malgré la mode médiatique assez abondante, hein, je pense qu'il y a eu des articles dans Le Soir, on a dû en parler à la RTBF, sur RTL, sur tous les médias que vous pouvez imaginer. Pour l'instant, les firmes qui produisent ces médicaments ne courent pas après l'agréation du traitement dans la maladie de Parkinson. Alors, des traitements un petit peu plus exotiques, la modification de la flore intestinale, et notamment les greffes de sel, qui sont un traitement qui apparemment semble être utilisé dans certaines pathologies endocrinologiques, voire même psychiatriques. On sait que la maladie de Parkinson, c'est aussi une maladie de l'intestin. Je vous ai parlé des cordes de Lewy tout à l'heure. Les cordes de Lewy, on en trouve dans la paroi de l'intestin. Donc ça montre que la maladie de Parkinson, c'est pas que dans le cerveau, c'est également dans l'intestin. Et donc, certains pensent que des greffes de sel pourraient représenter un avenir du traitement de la maladie de Parkinson. Donc, pour l'instant, ça reste un peu de la science-fiction. Il y a des essais qui ont montré des effets bénéfiques de médicaments qui diminuent le taux de fer dans le sang dans la maladie de Parkinson. On sait qu'il y a du fer qui s'accumule à cause du mauvais fonctionnement de ces organites intracellulaires qu'on appelle les mitochondries. Maintenant, le problème des chélateurs du fer, c'est qu'ils provoquent des anémies, ils provoquent des effets secondaires liés à la carence en fer. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé la bonne combinaison
de chélation du fer qui permet de le chélater dans le cerveau, comme la lévodopa qui arrive que dans le cerveau et qui n'agit pas en périphérie. On n'a pas trouvé l'équivalent pour les chélateurs du fer. Donc l'apomorphine, dont je vous ai parlé en pompe et en stylo, la version en spray ou la version sublinguale peut être utile. Cependant, il semblerait qu'elle donne des granulome aussi en spray dans le nez et en sublingual. Donc le bénéfice n'est peut-être pas aussi important. Je vous ai dit tout à l'heure que le café, les buveurs de café dans leur vie entière, au moins 2 tasses par jour, avaient un risque moindre de faire la maladie de Parkinson. Et on suppose que c'est lié à la présence d'antagonistes de l'adénosine. Et donc, il y a des essais concernant les antagonistes de l'adénosine, et ça a montré un certain bénéfice dans le contrôle des dyskinésies. Donc, ces médicaments-là pourraient représenter le futur du traitement des dyskinésies en cas de contre-indication aux traitements complémentaires chirurgicaux ou par pompe. Tout à l'heure, juste avant le début de cette présentation, j'ai échangé quelques mots avec Madame Grégoire. Alors, il y a effectivement, en France et notamment à Lille, un traitement pour l'instant qui est à l'essai, qui est une pompe à dopamine. La dopamine est utilisée couramment depuis des années dans les soins intensifs pour traiter des conditions cardiovasculaires. Et donc là, l'idée, c'est d'amener la dopamine directement dans le système nerveux central par le biais d'un cathéter qui va dans le liquide céphalorachidien à l'intérieur du cerveau. Donc pour l'instant, c'est à l'étude, je ne peux pas en dire grand-chose. Et concernant un autre traitement dont elle m'a parlé, dont apparemment l'un d'entre vous serait bénéficiaire, qui est la stimulation transcrânienne. Bon, le problème de ce traitement-là, c'est qu'il nécessite d'être réitéré régulièrement. Donc on est dépendant d'un hôpital, on est dépendant d'un protocole un peu particulier que n'ont pas tous les hôpitaux. Donc, pour l'instant, ça n'a pas connu un développement très, très important. Mais on sait déjà depuis les années 90 que la stimulation magnétique transcrânienne répétée pendant des séances d'une demi-heure en général améliore transitoirement les symptômes de la maladie de Parkinson. Voilà. Voilà. Petite conclusion. Donc, maladie de Parkinson, environ 1% des adultes âgés de plus de 60 ans, 0,3% de la population générale. La bradykinésie, rigidité, tremblement définissent, donc ces symptômes définissent la maladie. Il y a des symptômes non moteurs auxquels on ne faisait pas très attention il y a encore une vingtaine d'années, mais dont on sait qu'ils peuvent altérer tout autant que les symptômes moteurs la qualité de vie des malades. Les traitements sont efficaces essentiellement sur les symptômes moteurs et essentiellement aux phases initiales. Et ils permettent de faire la différence avec d'autres maladies qui ressemblent à la maladie de Parkinson, mais qui en diffèrent de par la réponse au traitement et de par le pronostic, qui en général est moins bon que celui de la maladie de Parkinson. Diagnostic, bon, un examen complémentaire est rarement nécessaire. Quand il l'est, c'est plutôt les isotopes de type DAT-scan et plus rarement la résonance magnétique. Donc elle est complexe multifactorielle. On a vu qu'il y avait des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux. Parfois, un gène isolé peut augmenter le risque, mais ne va pas donner automatiquement la maladie. Et on sait que c'est essentiellement en suivant la piste dopaminergique qu'on améliore les symptômes de la maladie, mais on sait aussi qu'il y a d'autres voies neuronales qui sont atteintes et que là, on a des solutions qui sont un petit peu moins efficaces pour ces pistes-là. Et je pense que ceci est mon avant-dernière diapositive. Ah non, je voulais vous montrer un film, mais je ne sais pas si c'est nécessaire parce que je pense que la plupart d'entre vous connaissent les symptômes de la maladie. Donc ce film, c'est en fait le film qu'on a fait pour un patient qui devait être évalué pour la duodopa, raison pour laquelle il a une sonde nasogastrique, puisque dans cette phase d'évaluation de ce traitement, on le fait par voie nasogastrique, on ne fait pas encore de trou dans l'abdomen. Donc là, vous le voyez en off, il avait un tremblement de repos, il est très raide, il est en flexion généralisée, il a du mal à démarrer la marche. Voilà. Je ne sais pas si c'est très pertinent de montrer ça très longtemps, vu que la plupart d'entre vous connaissez tout cela.